Bien, bonjour à vous. Alors, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi une petite seconde. Je me range ici. Bon, parfait. Alors, bien, bon matin à tout le monde. Alors, bienvenue sur cette belle conférence, la troisième d'une série de 9 finalement. Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, mon nom est Sophie Poirier. Je suis évidemment conférencière, je suis auteure et également thérapeute énergétique. Donc, euh, donc, bonne fête des pères, hein? Avant de l'oublier, je vais vous le dire maintenant. Alors, s'il y a des papas qui sont sur le direct actuellement ou qui vont l'être en rediffusion, bien, bonne fête des papas. Alors, et ceux qui sont là et qui sont papas, bien, merci d'être là, mon Dieu, la journée de la fête des pères. Alors, moi, je suis super en forme et heureuse d'être ici aujourd'hui. On a une très, très grosse journée aujourd'hui. Alors, j'ai allumé mon encens comme d'habitude. J'ai mis mes bougies. Vous le voyez derrière moi. L'encens, je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est en arrière de moi. J'ai même mon petit diffuseur d'huile essentielle. Alors, on est dedans. Hein. J'ai cleané les énergies aussi avant de commencer la conférence, avant l'arrivée même de mon invitée Carole, hein, parce qu'elle nous entend en ce moment. Elle est avec nous en ce moment, mais elle est cachée. Elle attend son tour. Alors, et aussi, l'autre petite chose que je veux vous parler, c'est que j'ai décidé qu'à toutes les conférences, je vais piger une carte. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir ici. J'ai la carte de l'archange, voyons, Raphaël, et c'est marqué pardon. Alors, j'ai bien aimé tirer cette carte parce que, en fait, se pardonner soi-même et pardonner les autres, c'est essentiel. Et ne pas accepter de pardonner les autres, c'est un peu comme autoriser les autres à ne pas nous pardonner. Hein? Parce que dans le fond, ce qu'on fait, ben, on permet aux autres de ne pas le faire aussi. Hein? Alors, si vous voulez être pardonné pour vos petites fautes, ben, des fois, pourquoi pas passer l'éponge sur des petites situations du passé? Et vous allez voir que quand que je parle du pardon au courant de mon livre, c'est en profondeur, c'est encore plus grand. Okay? Donc, c'est vraiment au niveau de pardonner au niveau de toutes nos erreurs humaines. Donc, ce n'est pas nécessairement des erreurs personnelles, mais c'est nos erreurs humaines, nous pardonner et les comprendre et passer à autre chose enfin. Et d'arrêter de faire tourner cette roue-là. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va parler principalement, évidemment, on va parler du pouvoir de visualisation. Hein? J'ai invité ma belle amie Carole pour en parler justement. Elle est spécialisée dans ça. Alors, on va parler de nos capacités créatives, on va parler des différentes perceptions humaines, le point critique par rapport à nos modes actuels hiérarchiques et toutes nos structures, donc des structures qui sont faites à partir du système d'éducation, les systèmes sociaux. Donc, on va vraiment parler de peut-être la possibilité, on va ouvrir pour l'instant l'esprit des gens à peut-être apporter un changement à ce niveau-là et de quelle façon on pourrait l'apporter sans basculer tout le monde, sans bousculer tout le monde, pardon. Alors, à 10h45, Carole va être avec nous pour venir nous parler du pouvoir de visualisation. Alors, si vous ne ce n'est pas déjà fait, allez écouter son témoignage tout de suite après la conférence, un témoignage que j'ai fait. Alors que je vous explique aussi pourquoi que j'ai invité Carole, parce que Carole a eu un impact dans ma vie. Alors, je ne vous en dis pas plus parce que vous n'irez pas écouter le témoignage si je vous en dis tout. si je vous dis tout. Donc, je vous laisse aller l'écouter. Donc, alors aussi, comme j'avais mentionné dans la semaine dernière, finalement, c'est que tous mes invités ont un lien avec mon livre. Donc, je n'ai pas juste décidé d'inviter des gens comme ça au hasard. Ils ont tous leur raison d'être. Alors, Carole, dans un premier temps, elle m'a aidé à débloquer quelque chose dans ma vie. Elle m'a aidé à un niveau. Et aussi, au niveau du pouvoir de visualisation, j'en parle énormément dans mon livre. Okay? Alors, elle a vraiment, vraiment, vraiment sa raison d'être. Donc, c'est plaisant d'avoir un spécialiste pour venir nous en parler. Alors, j'ai mes petites notes à côté de moi, hein, parce que je vous ai dit, j'ai une grosse journée. C'est impossible pour moi de retenir tout ça. Alors, la semaine dernière, on a vu avec Cathy McGregor l'hypnose et aussi comment est-ce que des fois, on peut avoir au niveau de l'inconscient des blocages. Alors que même si on met en application le pouvoir de visualisation, comme Carole qui va nous parler tantôt du pouvoir de visualisation, ben peut-être que des fois, on a besoin d'un spécialiste comme Cathy pour venir débloquer certaines choses. Et je sais aussi que Carole fait, le fait, ce genre
de ce service-là. Elle va sûrement vous en parler tantôt. Alors, les références à mes livres pour aujourd'hui, je vous avais dit pour les gens qui ont accès à mes livres et à mes audios, c'est le chapitre 1 à 4. Donc, si vous voulez les écouter après, ça va vous aider un petit peu à positionner le tout parce que c'est impossible pour moi. Voyez-vous, même que j'ai tendance à parler vite, parce que je sais que j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, c'est impossible de parler des 4 chapitres en 45 minutes. Donc, et là, je crois que j'ai eu des commentaires et j'ai oublié de les ouvrir. Attendez, je vais regarder ça. Alors, commentaires. Je ne sais pas pourquoi je ne les vois pas. Alors, écoutez, si je suis. Attendez. Ah, ben j'ai Carole qui nous a dit bonjour à tous. Alors, bonjour aux gens. S'il y a des gens, parce que je suis présentement en direct sur 2 pages. Alors, si vous êtes sur la page, ma page perso, je ne vois pas vos commentaires. Donc, désolé, je vais les voir après le direct, mais je ne le vois pas pendant le direct. Donc, bien, bonjour à tout le monde. Alors, donc, comme je vous disais aussi, vous savez que tout a un lien avec le frère André. Donc, mes livres ont un lien avec une communication que j'ai eue pendant plus d'une dizaine d'années avec le frère André, qui m'a aidé à trouver les mots pour exprimer ma vision de la vie. J'ai demandé aussi sur le tombeau du frère André de m'aider à trouver les mots pour unir les religions. Alors, je ne veux pas trop vous en parler aujourd'hui parce que ça va être de me répéter pour les 2 premières conférences. Mais la raison pour laquelle j'ai décidé de faire des minutes de silence, c'est une façon pour moi de faire avec vous une neuvaine en même temps que je fais mes 9 conférences. Alors, on va commencer avec ça, mes amis. On va prendre 1 minute pour poser notre intention. La première qu'on fait, la première minute, parce qu'on va en avoir une autre à la fin, c'est des intentions pour nous. Ça veut dire si vous avez des difficultés dans votre vie, vous avez un rêve, vous voulez réaliser, peu importe, vous demandez ce que vous voulez. Et aussi, une demande que vous, personnellement, vous aimeriez voir dans le monde. Alors ça, c'est vraiment personnel à vous. Si vous ne savez pas quoi demander, le frère André disait tout le temps, la façon de prier, c'est, vous pouvez dire simplement, en vous adressant à ce que vous croyez finalement, à l'énergie, à Dieu, à l'univers. Aidez-moi comme vous aimeriez qu'on vous aide si vous étiez ici sur Terre à ma place, dans la même situation. Alors ça, c'est le frère André qui enseignait aux gens à prier quand ils étaient perdus, quand ils se sentaient comme, mon Dieu, ça va pas bien, mais je ne sais pas pourquoi ça va pas bien finalement. Alors, c'était un petit truc qu'il donnait aux gens. Donc, on prend cette minute de silence et je vous reviens avec la suite des choses. Alors, bonne minute. Alors, j'espère que vous avez pris le temps de vraiment poser votre intention pour vous et pour le monde. Alors, ça fait du bien aussi, hein? Regardez, là, je suis plus calme un peu, hein? Je parle moins vite déjà. Alors, donc, où en étais-je? Je regarde ça ici. Laissez-moi une petite
petit instant. Donc, oui. Là, je veux faire un retour rapide sur la conférence de la semaine dernière parce que c'est important, ça va nous servir en même temps d'un genre d'introduction pour aujourd'hui. Alors, ce qu'on a parlé principalement la semaine dernière, on a parlé du pouvoir de l'hypnose. Hein, comment est-ce que l'hypnose pouvait venir nous débloquer certaines peut-être des croyances ou des blessures, peu importe, ça peut nous aider. On a eu avec nous Cathy McGregor qui est venue nous donner beaucoup d'informations à propos de l'hypnose. Donc, je disais aussi que notre responsabilité n'était pas directement reliée au niveau des résultats, mais plutôt en fait, c'était pas au niveau des résultats même, mais plutôt de notre conscience avec cette forme de potentialité et de trouver des moyens pour sortir de nos vies des blocages. OK? Alors, ça, c'est important parce que des fois, les gens vont dire bon, ben moi, ils ont de la difficulté à prendre leur responsabilité parce que pour eux, prendre leur responsabilité, ça signifie quoi? Ça signifie qu'ils sont. C'est de leur faute, en d'autres mots, s'ils ont des difficultés dans la vie. Alors, le but, c'est pas de se dire c'est de ma faute si j'ai des difficultés. Le but, c'est de devenir conscient qu'on a cette difficulté et de chercher des solutions pour les débloquer, ces situations-là. Alors, elle est à ce niveau-là, notre responsabilité. Alors, c'est de trouver une façon de faire pour s'en sortir. Alors, je disais aussi que moi, j'avais pris ma propre vie comme une expérience. Alors, je n'ai pas dit que j'ai vécu une expérience, j'ai dit que je l'ai vraiment pris comme une expérience dans le sens que moi, je me suis fiée uniquement à ma voix intérieure. J'avais aucune idée où ce que ça me mènerait. Mais j'avais une idée que je m'étais mis en tête, mais je ne savais pas que ce serait quoi le chemin que je parcourrais pour me rendre à cette vision-là. Je me suis vraiment abandonnée complètement à la source. Alors, quand je dis que j'ai pris ma vie, ma propre vie comme une expérience, c'est dans ce sens-là. Donc, aussi, qu'est-ce qu'on avait parlé? Je parlais qu'on était dans un nouveau monde, qu'on ressentait que la plupart d'entre nous, on ressentait ces belles énergies qui montaient, hein, qui s'élevaient. Et que notre but, en fait, c'était de justement accéder à la plus haute énergie qui soit, celle de l'amour, parce que vous allez comprendre, vous le savez probablement déjà en partie, mais ce que je veux vraiment préciser au courant de mes conférences et de mes livres, c'est que l'amour, en réalité, c'est l'énergie qui guérit. Alors, c'est la plus haute énergie. Et avec l'amour, on pourrait faire ce qu'on veut finalement si on réussirait à découvrir tous les petits mystères en arrière de cette belle grande énergie-là. Alors, je parlais aussi qu'on était dans l'événement de la conscience. Donc, on entend souvent parler des gens. Excusez-moi, j'ai comme oublié mes notes ici. Alors, donc, je parlais de l'événement de la conscience. Donc, pour moi, l'événement de la conscience, c'est justement de réaliser qu'on peut avoir des prises de conscience, comprendre des choses qui vont faire en sorte qu'on va accéder à ce nouveau monde-là. Alors, quand on parle du nouveau monde, c'est pas en fait de changer de monde comme qu'il y ait la fin du monde, qu'il y ait des bombes qui explosent partout. C'est pas ça le but. Le but, c'est plus un changement de conception, un changement de perception. Alors, c'est un mouvement, donc c'est un mouvement qui va aller vers cette énergie de l'amour. Je parlais aussi de l'intelligence, d'équilibrer l'intelligence intellectuelle et l'intelligence émotionnelle, parce que l'intelligence intellectuelle développait nos moyens, en fait, tous les outils qu'on développe, et notre intelligence émotionnelle dirige notre utilisation, donc ce qu'on va faire avec ces outils-là. Et ce que je disais, c'est que pendant des années, on pensait que l'émotion avait pas d'importance. Donc, on l'a laissé à son plus bas niveau. On l'a développé quand même parce que, je veux dire, on a la capacité mentale et émotionnelle de le développer. Mais on a créé comme une espèce de déséquilibre entre cette intelligence intellectuelle et émotionnelle. Donc, le but, c'est de justement ramener notre intelligence émotionnelle au même niveau d'évolution que notre intelligence intellectuelle, de façon à ce que l'intellect est capable de concevoir, l'émotion est capable de mener cette connaissance-là, ce moyen-là, vers une bonne intention, vers l'énergie de l'amour et non vers l'énergie de l'ego et de la haine. OK? Donc, c'est important d'avoir un équilibre entre les deux intelligences.
Alors, je parlais beaucoup, bon, que l'histoire se répète. Pourquoi l'histoire se répète? Pourquoi qu'on se retrouve toujours, que peu importe, hein, vous savez, des fois, on est dans l'amour, tout le monde s'aime, ça va bien pendant 25 ans, 30 ans, 50 ans, puis à un moment donné, oups, il y a une guerre qui arrive, un conflit social. Là, les bombes recommencent. Alors, pourquoi qu'on est toujours dans un cercle vicieux comme ça? Et ce que je veux poser au courant de mon livre et des conférences, c'est justement qu'il y a une équation à comprendre. Alors, il y a une équation qui fait en sorte qu'on aboutit toujours au même résultat et qu'on tourne en rond avec tout ça. Alors, et qui fait en sorte qu'on aboutit à la haine. Alors, ce que je veux conclure également par rapport à ça, c'est que si on est capable d'avoir une équation qui nous mène à la haine, et qu'on comprend ce qui nous mène à la haine, on peut aussi créer l'équation qui va nous garder dans l'amour, qui va nous mener vers l'amour. Alors, ça, c'est un point qui est très, très, très important de mon livre. C'est cette équation, à force de comprendre, vous allez voir, prenez des notes et à un moment donné, vous allez faire des connexions avec toutes les choses que je vous transmets. Alors, n'oubliez pas que là, je ne vous parle pas de tout ça parce que ça serait trop long, mais il y a beaucoup de choses que moi-même que j'ai captées par rapport au frère André. Okay? Donc, le frère André me faisait lire un livre où j'allais chercher des informations qui me donnaient ma réponse et qu'aujourd'hui, je vous transmets. Si j'ai le temps, peut-être la dernière conférence, je vous donnerai plus précisément des petits éléments comme ça, plus précis, qu'est-ce que le frère André m'a fait découvrir pour que je comprenne telle ou telle chose. J'ai parlé aussi de la pyramide de Maslow. Qui sont en fait nos besoins humains. Donc, on commence avec les besoins physiologiques, ensuite on a les besoins de sécurité, besoins d'appartenance, besoins d'estime et le besoin d'accomplissement de soi. Hein. Donc, c'est vraiment, donc ça fait partie d'un équilibre de notre vie que tous les êtres humains en ont besoin. Et je posais la question et j'ai démontré d'une certaine manière qu'en société, présentement, nos systèmes ne faisaient pas en sorte de nous combler par rapport à ça. Il y a peut-être des gens qui réussissent à aller chercher ça, mais nos systèmes ne nous amènent pas à pouvoir vraiment tout combler. Alors, en changeant le système, ça peut nous aider aussi. Il y a un autre point que je veux parler par rapport à notre responsabilisation, parce que les gens, des fois, ils vont se dire, ben là, regarde, si tu comprends justement le pouvoir de visualisation, tu es responsable de ta vie. Je suis d'accord à 200 %. Mais le but d'un système, ce n'est pas que 10 % des gens de la planète s'en sortent. Le but d'un système, c'est que 80-90 % des gens s'en sortent et que ce 90 aide les 10 % qui ont de la difficulté et non l'inverse. Alors que là, présentement, il y a un 80-90 % des gens qui ne sont pas comblés à 100 %, qui n'ont pas tous leurs besoins essentiels. Et il y a juste une minorité de gens qui réussissent à se démarquer au niveau de vraiment de combler vraiment leurs besoins. Alors, est-ce qu'on peut trouver un système qui va faire en sorte qu'on va vivre, on va tous s'épanouir? Alors, en comprenant c'est quoi être responsable de sa propre vie, Carole va nous en parler avec le pouvoir de visualisation, je suis certaine. Donc, c'est un pouvoir, donc c'est notre propre pouvoir, mais est-ce que le système bloque un certain niveau? OK? Donc, de trouver le système aussi qui va faire en sorte de nous aider à se responsabiliser dans tout ça. Donc, maintenant, j'y vais avec vraiment le contenu d'aujourd'hui. Comme je vous dis, j'en ai vraiment beaucoup. Oh, excusez-moi. Donc, en ce qui concerne le pouvoir de visualisation, vraiment important que je vous parle dans un premier temps du frère André. Pour moi, le frère André, là, ça a été mon meilleur exemple d'une personne qui utilise le pouvoir de visualisation. Le frère André était au bas d'une hiérarchie au niveau de la religion. Il était un frère, donc vous savez que les frères au niveau de la religion, dans le temps, c'était vraiment comme le plus bas que tu pouvais être finalement au niveau de la religion. Par rapport au fait qu'il avait la foi en Saint-Joseph, il a imaginé en rêve, il a rêvé à l'oratoire Saint-Joseph et ensuite il a posé les intentions vers la construction de cet oratoire en honneur de Saint-Joseph. Et il a laissé en fait les synchronicités arriver dans sa vie et les moyens se sont présentés. Par exemple, avec les guérisons qu'il faisait, c'est tout l'oratoire Saint-Joseph jusqu'à sa mort, là, je ne sais pas jusqu'à quelle période exactement, mais pendant tout son vivant, l'oratoire Saint-Joseph a été construit uniquement par les dons des fidèles. Aujourd'hui, il y a des subventions et des choses comme ça, mais dans le temps du frère André, où il était vivant, tout a été construit uniquement par les dons. OK? Donc, et le frère André n'imposait pas des montants. Donc, il ne disait pas, vous devez me donner tant d'argent si je vous fais tel type de guérison.
c'était selon les moyens des gens. Alors, si une personne donnait, mettons, l'équivalent d'aujourd'hui, donnait 5 puis qu'un autre donnait 1000 ben, lui, il n'était pas là pour juger. Pour lui, c'était de donner ce que vous êtes capable de donner. Alors, ça n'avait pas rapport, il ne chargeait pas pour guérir les gens. Donc, ça, c'était vraiment important parce que hein, on parle du pouvoir de visualisation, puis s'il y a quelqu'un qui l'a mis en application, c'est bien lui. Et moi, il y a une autre chose qui fait en sorte que j'admire beaucoup le frère André. C'est que le frère André, écoute, j'ai pas lu nulle part qu'il y a eu des moments de doute. Je pense que le frère André n'a jamais eu de doute. Le seul moment où il y a eu une inquiétude, c'est quand il était un petit peu plus âgé, à un moment donné, il y a eu une menace qu'il soit transféré, qu'il parte de l'oratoire Saint-Joseph. Et ça l'a beaucoup inquiété, vous pouvez vous imaginer, hein, qu'il soit transféré quand il y avait un gros projet comme ça entre les mains. Je pouvais comprendre qu'il était un petit peu inquiet, mais il s'est quand même abandonné à la source et finalement, il est resté là. Puis encore là, hein, son corps est encore à l'oratoire. Donc, le but d'aujourd'hui, de mes livres et tout ça, c'est évidemment de bousculer un petit peu gentiment les croyances. Mais en fait, ça va les bousculer beaucoup, mais on va y aller d'une façon plus délicate pour aider les gens à mieux assimiler et à les accepter plus naturellement. Alors, on va soulever des réactions. Je peux vous dire que moi, j'en ai eu des émotions pendant toute l'écriture de mon livre. Même jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu énormément d'émotions. J'ai passé par toutes les phases émotionnelles. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut parler des émotions, c'est bien moi, je peux vous le garantir. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, si vous êtes ici, probablement que vous êtes des gens qui sont ouverts d'esprit. Vous êtes prêts à voir peut-être d'autres choses, peut-être à comprendre les choses différemment. Alors, merci pour cette belle ouverture d'esprit. Donc, comment on peut accéder aussi à ce pouvoir de notre belle créativité humaine? Ben, c'est peut-être aussi en se posant les belles questions, les bonnes questions. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, dans notre éducation, est-ce qu'on nous amène à nous interroger de cette façon-là? Est-ce qu'on nous amène, par exemple, dans notre système d'éducation, à développer les moyens qui vont faire en sorte que nous, personnellement, on va s'épanouir dans ça? Donc, je parle aussi d'un élément déclencheur qui va faire en sorte que tous les systèmes qui sont conçus par l'homme dans l'ancien monde, parce que là, on est en train de rentrer dans un nouveau monde, ça finissait toujours par aboutir à un point critique juste avant que ça se mette à se détériorer. Alors, c'est comme si on avait une ascension, et à un moment donné, on pogne un point critique, et là, on se met à redescendre, et on revient encore, on refait la boucle encore. Alors, on entend souvent parler aujourd'hui hein, les gens qui sont en train qui revivent tout le temps. On a parlé avec Cathy la semaine passée aussi, les gens qui revivent sans cesse les mêmes situations qui reviennent tant et si longtemps que leur blessure n'est pas guérie. Bien, moi, ce que j'ai réalisé en écrivant mon livre, c'est que c'était la même chose pour l'humanité tout entière. Alors, ce qu'on applique individuellement, c'est vrai pour l'ensemble de l'humanité. Donc, mais que l'humanité ait compris des choses, elle va arrêter de faire arriver des choses dans sa vie. Ça va faire partie de cette équation que je vous dis dans la compréhension, dans le déblocage de certaines croyances, dans le déblocage de certaines blessures qui fait en sorte qu'on n'arrive pas justement à notre épanouissement personnel et social. Je parle aussi que présentement, notre système social est conçu de manière à ce qu'on ait un but social et que tout le monde autour veulent répondre à ce but social. Alors que moi, ce que je veux démontrer dans mon livre, c'est que dans le fond, on fait exactement l'inverse de ce qu'on devrait faire. En fait, on devrait se centrer sur ce que nous, on a besoin et de travailler vers un but commun. Alors, voyez-vous, c'est complètement l'inverse. Et c'est ça qui nous aiderait à trouver cet équilibre. Puis c'est une manière aussi de se responsabiliser à ce moment-là. Donc, évidemment, je dis les grandes lignes assez rapidement. Excusez-moi, j'ai beaucoup de notes. Je parle aussi beaucoup de que souvent les conflits, comment c'est déclenché? C'est souvent par justement des visions diamétralement opposées. OK? On a eu l'exemple là, dans les dernières années avec toute l'histoire du COVID. On s'est comme séparés en deux clans. Alors, mon but aujourd'hui, c'est pas du tout de parler du COVID, évidemment, mais je pense qu'on a tous été témoins à l'humanité
qu'on s'est séparés à un moment donné en deux clans, et là, on dirait qu'on est en train de se rassembler à nouveau, puis ça, je trouve ça merveilleux. Bravo à l'humanité. On dirait qu'on est en train de retrouver nos forces, et ça, c'est merveilleux. Alors, donc, on veut aussi arrêter ça, hein, d'arrêter de toujours tourner en rond comme ça et revenir au même déséquilibre. Donc, alors évidemment, je parle beaucoup aussi que le système d'éducation, il pourrait réorienter nos valeurs humaines, ce qui ferait en sorte aussi de nous aider à développer notre intelligence émotionnelle. Mais développer notre intelligence émotionnelle, c'est faut faire attention parce qu'on peut comprendre les émotions sans nécessairement avoir une intelligence émotionnelle. Donc, on peut, par exemple, si je prends une définition de la peine, exemple, dans le dictionnaire, on peut avoir une définition. Mais le fait de connaître la définition de la peine, est-ce que ça veut dire que je la ressens? Est-ce que ça veut dire que je suis capable de comprendre que ce que je ressens, est-ce que moi, je veux faire de la peine à quelqu'un d'autre? Est-ce que je veux qu'une autre personne ait cette même émotion-là? Alors, c'est tout de comprendre, de ressentir pour développer tous les aspects de l'intelligence émotionnelle. Alors, c'est pas juste de nous informer c'est quoi l'émotion, mais c'est aussi de la ressentir. Et pourquoi? C'est quoi notre avantage humain et pour nous et pour l'humanité de développer justement ces valeurs-là et de nous aider à guérir avec l'intelligence émotionnelle. Donc, j'ai ici... L'autre chose que je parle beaucoup aussi, c'est au niveau des structures sociales, c'est que sans nous en rendre compte, ce qu'on crée aussi dans nos sociétés, c'est qu'on finit toujours par créer des injustices par rapport à cette espèce de pyramide, vous savez, notre pyramide hiérarchie, où les gens qui sont en bas de la pyramide sont toujours désavantagés d'une façon ou d'une autre. OK? Et ça, c'est dans toutes les époques de l'humanité. On a eu ce genre de pyramide qui faisait en sorte que les gens qui étaient en bas souffraient soit des préjugés, soit du manque d'argent, peu importe. Alors, est-ce que c'est possible de bâtir d'oublier le système hiérarchique et de bâtir un système qui nous permettrait de garder le côté organisationnel tout en abolissant le côté hiérarchique? Donc, le but, ce n'est pas non plus de créer l'anarchie. Alors ça, je le définis beaucoup, beaucoup dans mon livre, le comment. Le but, ce n'est pas non plus de tomber à l'inverse, tomber dans l'anarchie. Mais si on s'assure que chaque être humain comprend sa responsabilisation envers soi-même et envers la société, à ce moment-là, on s'assure aussi, on vient aider à cette possibilité d'arriver. OK, donc si on travaille pour développer nos capacités vers un bien collectif plutôt que l'inverse, ça aussi, ça en fait partie. Alors, tout au long de mon livre, vous allez voir, tout au long des conférences, vous allez comprendre de plus en plus l'importance de réaliser qu'on est tous connectés, l'humanité. Alors, ça va à l'encontre, nos systèmes vont à l'encontre de la réalité des choses. Donc, la réalité, c'est que énergétiquement, nous sommes reliés. Alors, ça, c'est pas quelque chose que Sophie Poirier invente, là. Les scientifiques sont capables de le prouver aujourd'hui que tout est énergie et qu'on est énergétiquement liés. Donc, si on est liés, comment ça se fait que nos systèmes organisationnels, hiérarchiques, font en sorte qu'ils nous divisent? Ça ne fait pas de sens. On va contre la nature des choses. Alors, c'est vraiment les points que je voulais soulever ici. Alors, un autre exemple de pouvoir de visualisation. Alors, peut-être que des gens, les gens qui sont plus près de moi sont peut-être au courant. Moi, je suis ceinture noire deuxième dan en karaté, en taekwondo et ceinture noire première dan en karaté. Et quand j'avais 15 ans, en fait, j'ai fait du cassage de béton avec mes mains. OK? Donc, vous savez, c'est quoi là, les dalles de béton? Vous avez sûrement déjà vu ça. Alors, à 15 ans, j'ai vraiment travaillé au niveau du pouvoir de visualisation. Et ça m'a permis de passer avec 4 techniques au niveau avec le petit os qui est ici, le poing fermé, l'avant-bras et la partie de la main ici, à passer à travers 4 pouces de béton. Alors, et quelques mois plus tard, j'ai réussi à avoir l'audace de faire 3 dalles de béton, c'est-à-dire 2 pouces chacune, donc à briser 6 pouces de béton. Alors, ça, j'en parle un peu plus en détail dans mon livre aussi. Je ne peux pas tout parler de ça. Mais ça aussi, ça travaille au niveau du pouvoir de visualisation. Alors, comment ça se fait qu'une femme
Puis en passant, quand j'étais plus jeune, je veux dire, j'étais beaucoup moins costaud dans le sens que j'ai pris beaucoup, beaucoup de poids. Mais j'étais toute petite dans ce temps-là. OK? J'étais à mon poids santé. Et moi, je suis une femme de 5 pieds 3. OK? Un petit peu plus que 5 pieds 3, là, donc je ne suis pas très grande. Donc, ça va, de façon générale, on dit ça va un petit peu contre nature. Comment une petite femme peut le faire? Ben, en fait, avec l'énergie du pouvoir de visualisation, on peut y arriver. Mais il y a aussi la confiance en soi dans ça. OK? Alors, moi, je peux vous dire, je vous fais un petit secret, là. Quand j'ai passé mon examen de 2 blocs de béton, j'ai fait ça comme ça. Mais je me rappelle que le professeur qui était là pour nous guider par rapport à ça, lui, il croyait en moi. Il était comme Carole, là, quand il m'avait parlé. Je vous ai écouté notre témoignage. Là. Carole, elle savait, elle connaissait mon potentiel, puis elle croyait en moi. Mais ce professeur-là, il était comme ça. Lui, il croyait en moi. Il savait que Sophia serait capable de passer à travers les blocs de béton. Quand je suis arrivée à mon examen de 3 blocs de béton, c'est pas de la faute du professeur en passant, là, ça a juste à donner comme ça. Mon professeur, pour raison X, je ne me rappelle plus c'était quoi la raison, mais il n'était pas là cette journée-là. Alors, je n'avais plus cette confiance que je m'accrochais à mon professeur. OK? Et à l'examen, j'ai manqué mon coup. J'ai manqué mon coup à mon examen de 3 dalles de béton. Donc, pourquoi? Parce qu'à ce moment précis-là, ma confiance, je l'avais déposée dans les mains de mon professeur. Alors qu'il a fallu que je reprenne mon pouvoir et que j'ai confiance en moi. Alors, mon professeur m'a transmis une certaine confiance, mais il fallait pas que je me reste accrochée à lui. Il fallait que moi, je prenne ce pouvoir-là pour moi. Donc, vous allez voir aussi, c'est important que c'est pas, en fait, c'est pas pour avoir des préjugés que j'ai pris ces exemples-là, bien au contraire. Je parle beaucoup des Noirs, par exemple, ce qu'ils ont vécu comme injustice. Je parle beaucoup des femmes, ce qu'on a vécu comme injustice. Et pourquoi je parle de ça, finalement, et des homosexuels aussi? C'est 3 sujets que je touche beaucoup dans mes livres. Et pourquoi je les utilise, ces 3 exemples-là? C'est pas parce qu'ils sont plus graves que d'autres, on le sait, hein, qu'il y en a qui ont vécu de très graves injustices, mais c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, je pense pas qu'il y a des gens sur la planète qui ne savent pas que ces 3 groupes sociaux-là ont eu je veux dire, ils ont été infériorisés à quelque part dans l'histoire, OK? Donc, c'est la raison pour laquelle je prends ces 3 groupes-là. Alors, au même titre, ça c'est important, c'est une question de changement de perception de nous-mêmes et de la société. Vous savez, dans le temps que les Noirs étaient esclaves par rapport aux Blancs, les Noirs, la plupart des Noirs, on avait réussi à leur vendre l'idée que c'était comme ça, la vie, qu'eux autres, ils étaient soumis aux Blancs puis qu'ils devaient vivre ça. Et il y a beaucoup de Noirs qui ont tenté de se lever, mais se sont fait écraser, hein, évidemment, parce que c'est comme ça la pression sociale. Ils ont été écrasés, il y en a qui ont été tués, peu importe. Mais c'est quoi la différence? C'est qu'il y a des gens qui ont accepté la réalité des choses, même si c'était un désavantage pour eux. Et il y en a qui l'ont complètement refusé et qui ont dit non, moi, je ne suis pas un noir, je suis un être humain. Et si je suis un être humain, je ne vois pas pourquoi les Blancs seraient supérieurs à moi. Alors, juste le changement de conception mentale a fait en sorte qu'ils ont posé les actions pour retrouver cet équilibre-là. Et chapeau, OK? L'autre chose, quand on parle d'un but comme un immense but, comme ce que je parle dans mes livres, les conférences, de changer dans un monde de paix et d'amour, il y a beaucoup de gens qui vont dire ben oui, Sophie, un monde de paix et d'amour, si tu as ces roses bonbons, on n'arrivera jamais à ça. Il faut comprendre une chose, c'est que au moins, je dis des chiffres, là, c'est pas scientifique, là, c'est juste une image mentale que je vous mets. Il y a environ 80% des gens qui ne font que suivre l'autre 20%. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où on va élever une croyance, qu'on va amener les gens à comprendre l'importance, par exemple, d'avoir notre responsabilisation, les gens, les 80, ils vont se mettre à suivre le 20. Donc, le plus difficile, c'est de commencer parce qu'ensuite, tout le reste va suivre. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des Noirs, il y a peut-être des Noirs qui se sentent peut-être encore inférieurs, mais est-ce qu'il y a des Noirs aujourd'hui qui aimeraient ça retourner dans le passé? Pourtant, dans le passé, ils étaient convaincus que c'était leur vie, c'était leur réalité. Il y en a beaucoup qui ont pensé ça. OK? Alors,
On pourrait prendre le même exemple au niveau des femmes, quand les femmes ont été très infériorisées par rapport à l'homme. Donc, il y a des femmes qui refusent cette étiquette-là. Alors qu'ils se disent, non, pourquoi moi je suis une femme, je suis un être humain, pourquoi moi que je serais inférieure à qui que ce soit? Alors, comment on se voit soi-même? Comment on voit les autres? Va faire une grande différence dans nos décisions, dans les actions qu'on va poser. Donc, l'intention, poser notre intention correctement. J'accélère un petit peu parce que ma belle Carole s'en vient dans 10 minutes. Donc, ça, je l'ai dit, ça, je l'ai dit. Alors, j'en avais parlé, je crois, dans la première conférence un petit peu, mais la façon qu'on peut voir les conférences et les livres, c'est un petit peu comme une télé-réalité, OK? Parce que moi, c'est un petit peu ce que j'ai vécu. Alors, j'ai écrit mon livre comme un genre de journal de bord qui me permettait de, avec les connaissances que le frère André me guidait à aller chercher et à écrire, moi-même, j'ai développé un certain niveau de conscience. Et même après la fin de l'écriture de mon livre, j'ai continué. Donc, les conférences, c'est pour ça que ça touche le avant, le pendant et le après de l'écriture de mes livres, parce qu'il y a eu un processus. Et même aujourd'hui, je suis certaine que ma conscience va encore se développer, ça va devenir toujours encore plus fluide. Donc, on est toujours en constante évolution vers une plus belle énergie, une plus grande énergie, une plus grande compréhension de notre monde. Donc, et pour moi, je me dis, si je démontre aux gens, pas à pas, ce que moi j'ai vécu, ça se peut-tu que les gens, en remarchant dans mes pas, qu'eux aussi aient les mêmes prises de conscience tranquillement. Alors, ça va se faire tout naturellement parce qu'ils vont remarcher dans mes pas, tout simplement. Donc, vous allez comprendre les mêmes choses que j'ai compris. Donc, à un moment donné, vous allez arriver aux mêmes conclusions. Donc, je parle aussi de notre perception des gagnants et des perdants. Hein. Vous savez que dans la vie, souvent, on est dans une grosse compétition sociale, puis on veut toujours être le meilleur, on veut gagner, l'autre est perdant, l'autre, on est gagnant. Alors, ça aussi, c'est une perception erronée, parce que si toutes nos énergies sont équilibrées, on est tous reliés, pourquoi qu'il y aurait quelqu'un qui serait gagnant, perdant? Alors, l'idée, c'est qu'on soit toujours toutes les parties de gagnant à gagnant. Alors, quand on utilise le principe de gagnant et perdant, on peut l'utiliser dans un niveau, par exemple, si on prend une partie de hockey où le but, c'est de gagner la partie, c'est correct. Parce que là, ça a un but précis et on s'amuse en même temps. OK? Mais ce n'est pas une question d'écraser nos valeurs personnelles ou d'écraser un être humain. OK? Donc, c'est ça la grande distinction entre quand est-ce qu'on peut utiliser l'aspect gagnant-perdant et quand est-ce que on vient brimer, à un moment donné, le droit de la personne et nos valeurs personnelles. Alors aussi, une chose qu'on parle beaucoup dans le système d'éducation, et je ne critique pas, c'est pas le but, là, c'est pas de démolir le système d'éducation, pas du tout. C'est juste des points d'observation. Alors, ça a changé un petit peu depuis le temps où moi-même j'étais sur les bancs d'école, mais on le sait qu'on était beaucoup notés par rapport à nos fautes. Hein. Quand on faisait une faute, ben là, on se faisait enlever des points. Hein. Alors, en fait, on était toujours évalué que quand on faisait une faute, on était tapé ses doigts. Hein. Alors qu'en réalité, ça fait partie de la vie de faire des essais-erreurs. Alors, l'école nous a inconsciemment programmés à penser que fallait pas qu'on fasse d'erreurs, fallait qu'on soit conforme, fallait qu'on fasse toujours comme ce qu'on nous avait été enseigné, puis qu'on rentre dans le rang social parce que si on ne rentre pas dans le rang social, on va se faire rejeter ou on va avoir une mauvaise note. Alors, tout ça nous amène ensuite sur le monde du travail où, veut pas, on transporte cette même vision-là à travers la pyramide du marché du travail. OK? Alors, c'est le même principe qui continue à évoluer. OK? Donc, on comprend que les gens, par exemple, qui avaient de la difficulté à l'école, ben, c'est peut-être pas l'idéal pour eux quand ils arrivent sur le marché du travail, ils ont des bonnes chances d'être encore en bas de la pyramide. Hein? Alors, c'est un point que je démystifie beaucoup à l'intérieur de mes livres, principalement, plus qu'aujourd'hui, parce que, bon, vous avez plus le temps de vous y arrêter. Donc, ceux qui ont accès à mes livres, prenez le temps de les écouter ou de les lire. Excusez-moi, je regarde encore mes notes.
Alors, est-ce que ça se pourrait aussi, je parlais lors de la dernière conférence des langages. Donc, quand je parlais des langages, je ne parlais pas du langage de français, l'anglais, l'espagnol. Ce n'est pas dans ce sens-là que je parlais des langages. Mais je parlais plutôt d'un langage qui ferait en sorte qu'on puisse bien poser nos intentions et que ce soit l'énergie, en fait, un peu comme le langage que j'ai eu avec le frère André, où je me suis connectée à ce langage-là, à cette énergie-là, et qu'il me transmettait les connaissances. Alors, est-ce que ça se peut que dans un monde futur et peut-être plus proche qu'on le croit, point de vue du temps calculé par les êtres humains, est-ce que ça se peut qu'à un moment donné, on ait un langage seulement énergétique? Hein, qu'on peut juste communiquer par la pensée? OK? Alors, je pense qu'on s'en va vers ça. Alors, c'est sûr que si demain matin, on se dirait, bon, mais là, on communique juste par la pensée, la gang, ben, on risquerait d'avoir des problèmes à se comprendre parce qu'on n'est pas rendu là socialement, OK, individuellement et socialement. Mais c'est une suite logique des choses, OK? Donc, laissons notre esprit ouvert, puis disons que on pourrait peut-être aller jusqu'à ce niveau-là. Comme moi, j'ai fait, par exemple, avec le frère André, où j'ai eu une certaine communication. Peut-être qu'on pourrait le faire entre nous et non pas seulement avec la source. Donc, en fait, j'avais 26 ans en passant quand j'ai vraiment, vraiment pris la décision de prendre ma vie comme une expérience. Et rapidement, je vous explique, c'est que j'avais donné ma démission dans un travail et en sortant du travail, symboliquement, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit, c'est pour vous autres en haut que je veux travailler. Avez-vous une job pour moi? OK? Et à partir de là, c'est tout là que l'histoire du frère André, toutes les synchronicités se sont mis à apparaître principalement dans ma vie. Donc, le but de comprendre et d'expliquer tous ces phénomènes, ça va nous aider à changer le visage de l'humanité tout simplement. Alors, on a un besoin de liberté, on a un besoin d'expression. Moi, je vous le dis, il est très fort en moi, mais on a tous ce besoin-là. Mais des fois, on l'a écrasé par la pression sociale, on l'a ignoré, des fois, dans des blessures inconscientes ou dans des programmations sociales. Mais en réalité, on a tous besoin de nous exprimer. Rappelez-vous les besoins de Maslow, OK? Dans la pyramide de Maslow. Donc, on parle aussi des fois, quand on parle des guerres et tout ça, on parle des traités de paix. Hein? On parle des traités de paix. Et à ce moment-là, on se dit, bon, ben, c'est essentiel, les traités de paix. En fait, oui, effectivement, les traités de paix peuvent nous aider parce que les traités de paix viennent interdire la violence. Mais par contre, les traités de paix ne nous enseignent pas la compréhension, ne nous enseignent pas qu'est-ce qui a causé la haine. Donc, en réalité, c'est temporaire. Alors, c'est pour ça que malgré les traités de paix, on peut retomber quand même dans la haine et dans la guerre, parce qu'à un moment donné, ce n'est que temporaire. Donc, il faut aller plus loin que ça dans l'équation. Il faut comprendre vraiment le pourquoi. Pourquoi la roue tourne constamment. Excusez-moi. Donc, et mon Dieu. Écoutez, je vais faire, parce que je vais vous laisser la place longtemps à Carole. Il y a des choses que je vais vous dire la semaine prochaine parce que j'ai vraiment trop de choses à vous dire. Par rapport à la structure hiérarchique, je veux vous donner un exemple de notre hiérarchie. OK? Et en image. Donc, je vais montrer ça ici. Vous voyez ça ici. OK? Alors, rapidement, je vous fais une analogie parce que je veux donner la parole à Carole. Ici, on a une belle hiérarchie entre les petits bocals qu'on voit, des aquariums, où, par exemple, on est dans le bas de la hiérarchie, où on est presque ignoré. Hein? C'est pour ça qu'il n'y a pas de poissons. En fait, il y a des poissons, mais on ne les voit pas. Hein? On est comme ignoré quand on est en bas de l'hiérarchie. Après, on a la chance des fois de monter de niveau. Ça peut être dans l'exemple ici, ça pourrait être par exemple de devenir chef d'équipe, OK? Mettons sur le marché du travail. Là, on est content, hein? On a des petits avantages. Voyez-vous, dans l'aquarium, le petit poisson, hein, il commence à avoir des belles choses au niveau de son aquarium. Puis là, ben, après quelques temps, c'est pas encore assez. On veut encore plus. Hein? Alors là, on va accéder peut-être que oui, peut-être que non, parce que des fois, on reste limité.
on va peut-être accéder au troisième niveau. Et là, notre aquarium est rendu plus grand. Hein? Là, c'est le fun, on commence à avoir de plus en plus de choses. Mais après un certain temps, on se lasse encore. OK? C'est comme si on ne répond. On courait après quelque chose qui n'est pas en réalité notre besoin essentiel. Parce qu'une fois qu'on l'a atteint, c'est jamais assez. On n'est jamais heureux. On a toujours l'impression qu'on a besoin de quelque chose pour être heureux. Et on a, par exemple, en haut complètement de la pyramide, c'est pour ça que je vais vous montrer la prochaine diapo. Alors, on arrive dans la big aquarium, là où ce qu'on a vraiment, hey, là, on a le pouvoir, hein, les gens nous admirent, vous voyez tout le monde là, qui regarde l'aquarium. Là, on a accès à tout, la technologie, on a tout, là on a tout ce qu'on veut. Mais curieusement, ça peut arriver aussi, même quand on est rendu là, de sentir un vide dans notre vie. Alors, ici, mon analogie, c'est juste pour vous faire comprendre qu'en réalité, ce qu'on fait, là, c'est qu'on saute d'un bocal à l'autre. On ne fait que sauter d'un bocal à l'autre. Mais il faut comprendre qu'un bocal, c'est un bocal. On n'est pas libre tant qu'on est dans un bocal. Alors, c'est comme si, socialement, on était pris dans un bocal, mais qu'on n'est pas conscient d'être pris dans un bocal. Et il y a des gens, un peu comme, par exemple, les personnes noires d'autrefois, qui ont dit, non, moi, je suis un être humain, je ne suis pas un noir, je suis un être humain. Comme les femmes qui ont dit, non, moi, je ne suis pas inférieure aux hommes, je suis une femme, donc je suis un être humain, donc on est égal. Comme les homosexuels qui se sont dit, pourquoi moi, parce que j'aime une personne du même sexe que moi, pourquoi je devrais être infériorisée par rapport aux autres? Je suis un être humain, donc on est égaux. Alors, c'est des gens qui étaient capables de voir plus grand et qui ont refusé l'étiquette. Et pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous donner la touche finale de la prochaine diapo. Alors, c'est comme si la plupart des gens observent la belle aquarium qu'on a devant nos yeux. Tout le monde admire ça. Alors que ceux qui refusent les étiquettes, eux autres savent au fond d'eux autres qu'en réalité, après les bocals, il y a quelque chose de bien plus grand. Ça s'appelle l'océan. OK? Alors, quand on est conscient qu'on peut avoir accès à l'océan, est-ce qu'on va sortir du bocal à un moment donné ou on va toujours essayer de sauter d'un bocal à l'autre pour aller plus haut? Et que quand, à un moment donné, on devient limité, là, on a de la peine parce qu'on ne peut plus monter plus haut. OK? Et là, c'est un modèle que je vous donne, mais ça peut être au niveau des finances, dans n'importe quoi. Hein? On a une voiture, on veut une plus belle voiture, on veut une voiture encore plus évoluée. Alors, on veut toujours plus, on s'ambitionne toujours plus. Donc, je vous dis là, j'ai passé rapidement. Je sais qu'il y a beaucoup de matière. Je vais continuer la semaine prochaine parce qu'il me manquait encore beaucoup de choses à vous partager. Mais c'est important que je vous présente ma belle amie Carole Dionne. Bonjour, ma belle Carole. Il va falloir que tu enlèves le son parce que je crois que tu es. Et activer le son. Ah, bonjour, comment vas-tu? Bon matin. Hey, écoute, je suis pratiquement sans mots. Ah oui, OK, comment ça? Tellement épatée par ce que tu dis, puis j'arrête pas de me dire, mon Dieu, mais elle est donc bien intelligente. C'est bien cute, merci. Je suis pas sûre que tu es consciente de la profondeur de ton discours. Parce que pour toi, c'est ta passion, tu comprends? C'est ta passion, tu es enflammée. Mais je t'écoute, je me dis, My God, c'est pas rien ce que tu es en train de dire là. Ben, Je merci, le ma sais un belle. peu parce qu'on s'est déjà parlé avant. Ben oui. Mais, tu sais, les gens qui t'écoutent, qui vont te réécouter, j'espère qu'ils vont vraiment prendre le temps de bien entendre, mais surtout ressentir. Moi, là, je suis dans le ressenti depuis tantôt. Écoute, là, c'est énorme ce que tu es en train de nommer, pour ne pas dire dénoncer ce matin. Moi, c'est comme ça que je le reçois. Wow, ben merci parce que ce que je veux, c'est justement faire prendre des prises de conscience pour Ah, dénoncer d'une certaine façon, hein, dénoncer et de dire, oui, c'est plus ça qu'on veut. On veut la liberté, on veut tous la liberté. tout à fait. Alors, ma belle Carole, ce que je vais faire, là, parce que je sais que tu as tellement de choses, toi aussi, à nommer, OK, à parler, parce que c'est vraiment important, la gang. Hein, écoutez les témoignages que je fais sur les personnes. Je les mets toujours quelques jours avant Carole, vous allez vraiment découvrir ce qu'elle a fait pour moi si vous écoutez le témoignage que j'y ai donné. Mais c'est une personne, comme vous voyez, c'est une personne qui est capable de lire dans les gens, puis qui est capable d'écouter avec les oreilles bien grandes ouvertes. Et ça, c'est important, elle écoute avec son cœur. Et moi, je l'ai invitée pour ça, puis aussi pour son expérience. Donc,
Carole, je te laisse la parole. Je vais m'enlever complètement. Je veux que tu sois là. Si j'ai une question, je reviendrai. OK? Je reviendrai pour te la poser. Mais là, je te laisse le plancher pour la prochaine demi-heure. Puis après ça, mes amis, on va faire la dernière minute de silence et on fera une petite conclusion là, avec les questions si vous avez des questions. Alors, je vous laisse entre les mains de ma belle Carole et je suis certaine que vous allez être comblés. Merci, Carole. À tantôt. Eh bien, bonjour tout le monde. C'est un honneur pour moi d'être ici ce matin. Je me sens très émue parce que je sais à quel point Sophie, elle a une belle âme, une âme qui pour moi est une âme pure parce qu'elle est là pour servir la lumière. Comme plusieurs gens sur la terre présentement sont des travailleurs de lumière. Alors, je tiens à te remercier, Sophie, parce que je sais que tu m'écoutes quand même là, de ton côté. Avant d'aller un petit peu, avant d'aborder le sujet en fait de la visualisation, j'aimerais me présenter un petit peu à vous. Qui est Carole Dionne? Eh bien, j'étais une infirmière. J'ai été infirmière 25 ans dans le domaine de la santé traditionnelle. Et en 2009, j'ai quitté le réseau parce que j'ai été confrontée dans mes valeurs et tellement confrontée que ça a fait que je suis sortie. Et la vie est en fait comme elle est, remplie de belles surprises. Quand on sait l'écouter et quand on est capable de se laisser guider, m'a amenée vers une deuxième profession qui est l'hypnose thérapeutique. Alors, depuis 12 ans, je suis thérapeute, hypnothérapeute, entre autres, et j'utilise des techniques thérapeutiques pour aider les gens. C'est quelque chose que j'aurais jamais pensé faire dans ma vie. Quelqu'un m'aurait dit il y a 15 ans, Carole, un jour, tu vas faire de l'hypnose. Je lui aurais dit, hey, t'en fumes du bon parce que, et donc, je savais pas c'était quoi, puis j'avais jamais pensé à ça. Et à travers mon processus aussi, j'ai écrit 2 livres. Je suis également informatrice, de ma propre formation, un cours de 60 heures que j'ai développé suite à l'écriture de mon premier livre qui s'appelle «Démarche au cœur de soi». Ça, c'est le titre de ma formation de 60 heures. Il y a le niveau 1, niveau 2 et je suis aussi conférencière. Alors, moi, mon sujet ce matin, c'est ça, Sophie m'a invitée à venir vous parler un peu de la visualisation. Mais je vais pas m'en tenir qu'à la visualisation parce que ça fait 12 ans déjà que je suis thérapeute, ça fait plus de 40 ans que je suis en relation d'aide. J'ai aidé des milliers de personnes jusqu'à aujourd'hui. Je pense connaître très bien l'être humain et moi-même, j'ai eu un cheminement qui a pas été évident. Des lacs, j'en ai rempli plein avec mes larmes et j'ai acquis plusieurs connaissances intellectuelles, c'est une chose, mais j'ai fait aussi beaucoup d'intégration parce que pour moi, la différence, elle est là. De ne pas simplement garder l'information sur le plan rationnel cartésien, mais de l'amener au niveau de notre ressenti. Hem, pour faire du pouce sur ce que Sophie a nommé tout à l'heure, parce que c'est hyper important pour moi, hem, les systèmes, les structures qu'on a autour de nous ne favorisent pas notre expansion. Beaucoup de gens ne se sentent pas libres d'être qui ils sont vraiment ou de faire ce qu'ils veulent faire parce qu'ils acceptent d'être maintenus dans un système. Tout ce qui est système est restrictif. Donc, je ne peux pas m'expansionner là-dedans. Présentement, je crois que pour changer les choses, comme Sophie l'a très bien nommé tantôt, j'ai beaucoup apprécié. Qu'est-ce qui fait qu'on tourne un peu en rond dans une boucle depuis des milliers d'années? C'est que je crois qu'on n'a pas saisi qu'à quelque part, on aurait intérêt à devenir sa propre autorité, établir sa propre structure interne. Et ça part, pour moi, de nos valeurs. Dans le cadre de mon travail, je questionne souvent les gens, c'est quoi tes valeurs? Et les gens souvent sont comme, ils savent pas trop quoi dire. Pour moi, les valeurs, c'est la base de la vie. C'est ce sur quoi, c'est des piliers sur lesquels je peux me poser pour savoir si où je veux aller dans la vie, qu'est-ce que je veux vivre dans la vie. C'est bien beau vouloir visualiser des affaires, mais est-ce que ce que je visualise est vraiment important pour le déploiement de mon être? Ça fait des décennies qu'on est dans l'avoir, l'acquisition, la possession, le pouvoir. C'est assez. On a besoin de sortir de là pour se réunifier, s'unifier à l'intérieur, cesser la guerre intérieure entre l'homme et la femme, entre le noir et le blanc.
et faire un, s'aligner dans l'unité et se prendre par la main les uns les autres et avancer en même temps. Je dis toujours à mes clients, moi, je suis pas meilleure que toi, je suis pas pire que toi. Je suis simplement ce que je suis. Et je sais qui je suis parce que j'ai cheminé, parce que j'ai fait le choix d'aller dans les profondeurs de mon être et d'enlever les blocages qui m'empêchent d'accéder à qui je suis vraiment. Je suis sortie du moule. J'étais une personne très, très conformiste. D'ailleurs, je m'amuse à dire aux gens, regarde, j'ai un look assez conforme, mais dans ma tête, j'ai les cheveux rouges, j'ai des piercings, j'ai des tatous partout. Je le sais que je suis pas conforme à l'intérieur de moi, profondément. Je, je ne suis plus capable de sentir ou si on veut me faire rentrer dans un cadre, je suis pas capable. Je meurs à petit feu. C'est pour ça que je suis sortie d'un système qui ne me correspondait plus, un système où je passais plus de temps dans la paperasse que le service auprès du client. Ça allait complètement à l'encontre de mes valeurs. Donc, d'être capable de reconnaître ses valeurs, c'est primordial pour être capable de bien créer sa vie. Faire de la visualisation, pour moi, quelque part, c'est dans un but de créer sa vie. Nous sommes de grands créateurs, mais on ne le sait pas parce qu'on a tendance à remettre notre pouvoir dans les mains de l'autre. On remet notre pouvoir dans les mains du gouvernement, on remet notre pouvoir dans les mains du médecin, on remet le pouvoir dans les mains du patron parce qu'on ne nous a pas appris à se responsabiliser. J'ai eu à faire le choix un jour dans ma vie de devenir responsable. Donc, de sortir du rôle inconscient dans lequel j'étais, c'est-à-dire la victime. Je me sentais comme une victime. Pauvre de moi, il m'arrive ci, il m'arrive ça, il m'a dit ci, il m'a dit ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Quand je suis une victime, je sens que je n'ai pas de pouvoir dans la vie. Et c'est pas vrai. Je ne suis pas victime. Oui, je peux être victime parfois de certaines circonstances, de certaines personnes. Être victime un jour ne veut pas dire être victime toujours, nécessairement. Moi, c'est le choix que j'ai fait. J'ai fait le choix de sortir de ces positions-là inconscientes et d'amener à ma conscience que j'ai un grand pouvoir et qu'est-ce que je veux faire avec mon pouvoir. Mais aussi, ce que j'ai observé beaucoup, et je le vois de façon quotidienne dans les consultations que j'ai avec mes clients, c'est que les gens ne savent pas faire la différence entre un besoin et un désir. Les gens connaissent leurs désirs. Ils désirent une voiture, ils désirent un skidoo, ils désirent une telle maison, ils désirent faire un voyage dans le sud. Ils les connaissent leurs désirs. Mais quand tu les abordes puis tu les questionnes en leur disant: «Mais c'est quoi ton besoin?» C'est pratiquement comme si tu leur parles chinois. L'être humain, de façon générale, n'est pas à l'écoute de son intérieur. Je ne peux pas changer le monde, contribuer à changer le monde, quand je ne sais même pas écouter mon propre monde intérieur. Gandhi a dit: «Sois le changement que tu veux voir dans le monde». Moi, je suis une personne pour qui le respect, c'est hyper important, c'est même pas négociable. J'ai été longtemps à ne pas me respecter parce que je n'étais pas à l'écoute de mes besoins, donc je n'étais pas à l'écoute de mes limites. Et à partir du jour où j'ai compris ça, j'ai appris à me respecter, à être à l'écoute de mes besoins, à être à l'écoute de mes limites. Et maintenant, c'est ce que j'invite l'autre à faire la même chose envers moi. Et quand la personne n'agit pas comme ça avec moi, je fais stop, non, j'accepte pas ça. Je nomme mon besoin, mes besoins, je nomme ma ou mes limites. Mais je vous garantis que quand on fait ça, ça change complètement. Quand moi je change, ça contribue à changer mon environnement. Tellement qu'à un moment donné, à travers ma vie, je me suis rendu compte, c'est que moi, je cheminais, j'investissais en moi, donc avec des formations, de la thérapie, des choses comme ça. Puis je voyais les gens dans mon environnement, comme mon père, ma mère, mon conjoint, mes enfants, qui se transformaient.
Il se transformait parce que moi, je me suis transformée. Donc, tout ça pour dire qu'on a intérêt, moi, je sais foncièrement que j'ai intérêt à développer ma propre autorité. En étant dans ma propre autorité, je n'ai plus besoin d'une autorité ici pour me dire quoi faire, quoi pas faire. Je suis capable de me gérer par moi-même. Et c'est vers là qu'on s'en va. La 5e dimension, l'ère du Verseau, c'est vers là qu'on s'en va. On s'en va vers un monde où nous allons être souverains. Être souverain, ça veut dire je me gère moi-même. Je suis responsable de moi. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me dit tu peux faire ceci, tu peux faire cela, tu peux entrer à telle heure, pas entrer à telle heure. Comme quand on était jeune, mon parent disait ben là, je veux que tu sois rentré à 10 heures. Il mettait un cadre. Quand je suis souverain, je suis dans mon autorité, je n'ai plus besoin de cadre extérieur. Comment faire pour créer sa vie? Parce que c'est vraiment le sujet de la rencontre d'aujourd'hui que Sophie m'a demandé de vous parler. Quand on parle de visualisation, en fait, la visualisation, pour moi, c'est un peu une mode qui existait il y a quelques années où on parlait de visualiser, visualiser, visualiser. Visualiser interpelle la vision, donc voir. Les êtres humains, on a différents modes d'apprentissage et on a entre autres 3 modes d'apprentissage. La vision, l'audition et le kinesthésique qui est le ressenti. Donc, il y a des gens qui avancent, qui apprennent dans la vie quand ils voient les choses. Ces gens-là sont des visuels. Il y a des gens qui apprennent dans la vie quand ils entendent des choses. Donc, ces gens-là ont une dominante auditive. Et il y a un autre type de personne qui apprend par le ressenti. Ça doit passer par l'intérieur, le ressenti. Donc, si je suis avec une personne qui est auditive, puis je lui dis visualise ta vie, je la perds complètement. Donc, ou encore, si c'est la personne, elle est kinesthésique, puis je lui parle en termes de visualise ta vie, je la perds complètement. C'est pour ça que moi, je suis sortie un peu de cette mode-là de visualiser et j'ai changé un peu le mot par je suis un créateur de ma vie. Je crée ma vie telle que je la veux. Comment faire? C'est hyper simple. Et étant donné qu'on est habitué de se compliquer la vie, ben, quand on amène des choses simples aux gens, ils te regardent en voulant dire t'es sûr que ça va marcher ton affaire, là? Puis même quand je fais de l'hypnose, parce que je fais de l'hypnose thérapeutique, les gens en reviennent pas que ce soit si simple, puis si agréable, puis d'avoir des résultats intenses comme ils en ont, parce que c'est simple. On est très soumis à la suggestion de plein de gens autour de nous, parce que nous sommes des êtres suggestibles. On écoute la télé, on écoute la radio, on nous suggère des choses, et quand on est très suggestible, ben, c'est comme on achète ça, puis on croit que c'est ça qui est le mieux pour nous, exemple. Donc, comment créer sa vie? C'est simple. C'est partir d'une émotion. Alors, exemple, moi, les dernières années, j'ai été à logement pour toutes sortes de circonstances. Il est arrivé des bad luck dans ma vie qui a fait que je me suis retrouvée en logement. Puis, j'ai réalisé que je ne suis pas une personne qui est bien en logement. J'ai besoin d'avoir mon chez-moi. C'est un besoin de me sentir chez moi et de faire les choses à ma façon. J'ai bien dit un besoin. Je n'ai pas parlé en termes de désir. C'est un besoin pour moi. Un besoin doit être entendu et répondu, tandis qu'un désir doit être entendu, pas nécessairement répondu. Et c'est là que les gens ne font pas la distinction entre désir et besoin. Ils prennent tout comme étant des désirs, ce qui fait que les gens, ben, ils travaillent à s'arracher le cœur, comme on dit, parce qu'ils désirent une grosse maison, ils désirent le chalet, ils désirent le voyage dans le sud, et ci et ça. Et alors là, ben, ils ont besoin de travailler 60-70 heures par semaine, puis faire des 200-300 000 par année pour être capable de répondre à leurs désirs. Et en bout de ligne, force est de constater qu'ils ne sont pas nécessairement plus heureux. Parce que ce n'est pas les désirs qui vont amener le bonheur en moi, mais c'est la réponse à mes besoins et ma capacité à mettre mes limites dans la vie aussi. Donc, comment faire pour créer la vie, comme je disais tout à l'heure, c'est partir d'une émotion. Alors,
Exemple, moi, j'avais besoin d'avoir mon chez-moi pour faire les choses à ma façon, à mon goût, à moi, faire mon petit nid, mettre mon énergie à moi là-dedans. Donc, je me suis mis dans l'état de je suis chez moi, j'ai mon chez moi à nouveau. Comment je me sens? J'ai laissé monter l'émotion en moi et de cette émotion, j'ai simplement demandé à mon cerveau de m'amener une image qui m'inspire cette émotion-là. Exemple, si je me place dans l'émotion, exemple, de l'excitation de j'ai mon chez nous, je fais ce que je veux à ma façon. Quelle image m'inspire l'excitation? Ce n'est pas une démarche rationnelle, une démarche intuitive. Ça peut être n'importe quelle image qui m'arrive. Ça peut être l'image d'une fleur, l'image d'un paysage, ça peut être un symbole, ça peut être n'importe quoi. L'important, c'est simplement intuitivement, je me connecte à l'émotion d'excitation, par exemple. Qu'est-ce que ça m'amène comme image, comme symbole? Donc, je prends cette image-là, je prends ce symbole-là et je le nourris. Je l'énergise, comme je dis dans mon discours. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire en prendre soin. Exemple, à tous les jours, une fois par jour, je revois cette image-là, je revois ce symbole-là, mais en reconnectant avec l'émotion d'excitation. Parce que la visualisation, c'est juste visualiser une image. On ne parle pas de l'émotion que ça m'engendre, cette image-là. On parle simplement d'image. Tout passe par le ressenti. Alors, je ressens l'émotion. De cette émotion-là, je vais chercher une image. J'imprime, je vais chercher l'image, exemple sur Google Images, je l'imprime. Et quand je regarde l'image, je prends soin de me reconnecter à l'émotion d'excitation quelques instants en disant, moi, c'est ça que je vis, c'est ça que j'incarne, c'est là que je vais, sans avoir de doute. Il est là. Il est là, le hic. Et Sophie l'a bien nommé tout à l'heure, le doute, le fameux doute. Le doute vient des basses fréquences. Le doute, il est là justement pour nous empêcher de réaliser ce qu'on veut réaliser. Pour moi, tous les êtres humains, nous sommes égaux. Je dis toujours aux gens, à l'intérieur de toi, il y a comme un gros coffre au trésor. Il y a plein de trésors dans ton coffre. Puis tous les trésors qui sont là, c'est tout ce que tu as besoin pour faire face à tous les défis que la vie va t'apporter. Donc, je suis pas moins, je suis pas plus, je suis ce que je suis. Mais je sais fondamentalement que j'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur de moi pour être capable de réussir. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a tendance à aller chercher toujours à l'extérieur des réponses? Elles sont toutes là à l'intérieur de moi. Il s'agit de développer cette capacité-là d'aller à l'intérieur plutôt que d'aller à l'extérieur. Et ça, pour moi, ça passe par un choix. Choisir d'être responsable de moi. Je suis responsable de mon bonheur comme je suis responsable de mon mal-être. C'est plus la faute de l'autre, c'est ma responsabilité à moi. Qu'est-ce que je peux faire pour être bien? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour prendre de l'expansion, pour m'élever, pour sortir du cadre? Ben, un des moyens efficaces, simples, gratuits, c'est d'accepter que je suis la propre créatrice de ma vie. Je suis la propre productrice de mon film de vie. Je peux avoir tout ce que je veux dans la vie. Il s'agit d'aller m'intérioriser, de laisser monter l'émotion, de faire comme si je l'ai déjà. Je l'ai déjà la maison qui me convient. Je l'ai déjà le travail dans lequel je vais me sentir, me réaliser, faire une différence dans la vie de l'autre. Qu'est-ce que ça m'inspire comme émotion?
je connecte avec cette émotion-là et je laisse venir à moi une image, un symbole qui m'inspire ça. Et de façon quotidienne, je nourris ça. J'en prends soin sans avoir de doute. Alors, c'est un peu comme de dire, parce que j'entends ça souvent dans mon bureau, genre, une femme me dit, Madame Dionne, j'ai lancé ma demande dans l'univers. Mais elle reste comme ça. Fait que moi, ça me dit, oui, tu as lancé ta demande dans l'univers, mais tu restes accroché après ta demande. Tu n'es pas dans le lâcher-prise. Tu n'es pas dans le détachement du résultat. Parce que moi, j'ai compris, avec mon expérience de vie, que l'univers, Dieu, peu importe ce en quoi vous croyez, c'est ce qui est bon pour moi, beaucoup plus que moi-même. J'ai été une période de ma vie, 2 ans et demi, où j'étais célibataire, et puis j'aurais aimé retrouver l'homme de ma vie, mon amoureux, puis ça n'arrivait pas, puis ça se présentait pas, puis je me disais, c'était comme, comment ça donc, tu sais, je me semble, je suis une bonne personne, puis ci, puis ça, comment ça, je n'arrive pas à trouver la bonne personne? Mais l'univers, elle savait que j'avais encore des affaires à régler, j'avais encore des bébites à libérer pour être capable de trouver la bonne personne pour moi, puis d'être capable de vivre une relation de couple qui allait être enrichissante. Pas une relation de couple où je serais la mère de mon conjoint, mais où je serais une partenaire avec mon conjoint. Chose que j'avais jamais vécue avant parce que j'ai toujours été comme la mère du conjoint avec qui j'étais. Alors, d'être capable de faire des demandes dans une totale confiance. Sophie l'a bien abordé tout à l'heure. Le frère André a vécu dans la confiance. Il n'en avait pas de doute. On est venu expérimenter comme être humain le doute, justement. Le doute crée la dualité aussi. Ce serait-tu mieux ça? Ce serait-tu mieux ça? Je suis correct? Je suis pas correct? C'est-tu bon? C'est-tu pas bon? C'est du doute. On est aussi dans le jugement. Hein? C'est-tu bon? C'est-tu pas bon? Ben, je suis qui, moi, pour dire c'est bon ou pas bon, ça? C'est à toi de sentir, est-ce que c'est bon, ça, ou c'est pas bon pour toi? Alors, d'enlever le doute, énergiser sa demande, nourrir ce que je veux me faire arriver sans être dans le doute, dans une totale confiance que ça va arriver, puis que ça va arriver au meilleur moment pour moi. Un peu comme une parole, je ne sais pas si c'est dans la Bible, cette parole-là, que ta volonté soit faite et non la mienne. Accepter qu'il va m'arriver ce qu'il y a de mieux pour moi. Fait, moi, mon rôle à moi, quand je suis responsable, c'est de faire ce que j'ai à faire. Faire ce que j'ai à faire, c'est créer ma vie, comme j'ai dit, de me connecter à la situation que je veux vivre, ce que je veux attirer à moi. Je laisse monter l'émotion, je fais venir une image, un symbole qui m'inspire ça, et je le nourris dans le détachement. C'est un peu la même chose que comme quand on fait notre jardin au printemps, par exemple. Hein? On va préparer notre jardin, on prépare la terre, on fait tout ce qu'il y a à faire, on fait notre petit sillon, on sème nos graines, on rabrise ça, puis on s'en va. Moi, là, je ne resterai pas à côté de mon jardin 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour savoir, et de un, est-ce que ça va pousser? Et de deux, qu'est-ce qui va pousser? Mais je le sais, moi, que si j'ai mis une graine de piment, ben, il va pousser un piment à un moment donné, là. Il ne poussera peut-être pas dans le temps que je le veux. Parce que peut-être qu'il va plus mouiller, il va faire moins de soleil. Il va peut-être sortir 2 semaines, 3 semaines plus tard cette année. Mais je le sais qu'il va y avoir un piment, par exemple. Créer sa vie, c'est ça. C'est faire ce qu'il y a à faire dans une totale confiance que ça va arriver. Cette année, j'ai poussé ma sortie de zone de confort plus loin. Je me suis donné un mantra cette année. Le mantra que je me suis donné, c'est l'univers. Parce que pour moi, l'univers, c'est tout ce qui est au-delà de moi. Comme je dis aux gens, que tu crois en Jésus, à Dieu, à Bouddha, à Jéhovah, pour moi, c'est pas important. Je suis une personne inclusive. Sauf que moi, je le sais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que moi.
et qu'on est entouré d'un monde invisible qui est là pour veiller sur nous et qu'eux n'attendent que le fait que je leur fasse une demande. Demandez et vous aurez. Ça, je le vois régulièrement dans mon bureau. Des gens qui n'osent pas faire des demandes. Osent faire des demandes dans une totale confiance et tu vas recevoir si c'est bon pour toi, évidemment. Parce que ce qui est plus grand que moi le sait ce qui est vraiment bon pour moi. Moi, dans ma personnalité, avec l'ego que je suis une expérimentée comme être humain, je pense que telle affaire, c'est bon pour moi. Et l'univers, elle sait, elle, vraiment si c'est bon ou pas. Si c'est pas bon, elle ne me fera pas arriver. Elle va me le faire arriver juste si c'est bon pour moi dans mon cheminement évolutif d'être humain. Donc, mon mantra cette année, c'est que je me dis régulièrement, l'univers veille sur moi à tout point de vue. Que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan de la santé, sur le plan affectif, de mes relations, peu importe, je sais que l'univers est là et il veille sur moi. Et je ne manque de rien. Je suis très heureuse, je me sens comblée. Je suis dans la sobriété. Ce que j'ai ressenti tout à l'heure, je me suis connectée pendant que Sophie parlait, je me suis connectée à l'énergie du frère André. Et ce que j'ai beaucoup ressenti de lui, c'était un homme sobre, humble. Et les plus beaux cadeaux que j'ai reçus dans la vie, c'était pas des cadeaux d'éclat. C'était des cadeaux où, justement, la sobriété était là, était au rendez-vous, comme on dit. Qu'est-ce qui fait que le monde s'est mis à mal aller? Je crois, c'est parce qu'on était beaucoup trop dans le avoir, acquérir, acquérir, acquérir. Mais là, on est dans une ère où on nous demande d'être dans l'être. Être qui je suis. Être aussi au service et à l'entraide les uns des autres. Donc, voyez-vous, c'est pas juste visualiser. C'est vraiment de faire un choix, parce que pour moi, la vie, c'est qu'il y a des choix. Hein? La vie, c'est comme un immense buffet. Puis j'ai le choix de prendre ce que je veux dans le buffet, mais les choix que je vais faire, c'est à moi de les assumer. Ce ne sera pas la faute du cuisinier, de la serveuse ou de ci ou de ça. C'est moi. Si moi, je décide de manger que des rondelles d'oignon, des ailes de poulet puis des frites, puis que dans 3-4 heures, j'ai mal au foie, j'ai le foie lourd, ben c'est ma responsabilité. Plus chaque humain va accepter de faire le choix d'être responsable de sa vie, responsable de ses choix, plus on contribue à changer le monde. Je change mon monde pour pouvoir changer le monde, entre autres. Je voulais dire un petit mot aussi au niveau de la stigmatisation, parce que Sophie, tout à l'heure, ce qu'elle parlait, pour moi, c'est de l'ordre de la stigmatisation. La stigmatisation, moi, j'en ai souffert beaucoup aussi, parce que j'ai vécu beaucoup d'homophobie quand j'étais jeune. Non pas parce que je suis homosexuelle nécessairement, mais parce que j'avais quelqu'un près de moi qui est homosexuel et de par la bande, j'ai vécu de l'homophobie, donc de la stigmatisation. La stigmatisation, c'est comme si, à quelque part, on veut nous mettre dans une boîte qui ne nous convient pas. Et moi, ça, j'ai fait le choix depuis 2009 de ne plus entrer dans le cadre, de ne plus entrer dans la boîte dans laquelle on veut m'entrer. C'est pas vrai que tout le monde peut entrer dans une petite boîte, exemple, de 6 pouces par 6 pouces, parce qu'on est tous différents. Donc, sortir de la stigmatisation, c'est de faire un choix et d'amener notre conscience que ça me convient pas, puis c'est pas moi, ça. Comme moi, après 25 ans de carrière, de décider de sortir du réseau, quand tu as un fonds de pension, tu as un bon salaire. À l'époque, j'étais monoparentale, mais c'était tellement fort ce que ça me disait. C'est comme si j'avais 2 mains derrière moi qui me disaient
Si tu ne sors pas de là, tu vas mourir. Je le savais que c'était pas mourir physiquement, mais que c'était symboliquement parlant, parce que les êtres désincarnés nous parlent souvent sous forme de symboles, tout comme les analogies et les métaphores que Sophie a fait tout à l'heure à travers son discours. C'est ce qui vient impacter au niveau de l'inconscient, c'est ce qui nous parle beaucoup, puis qui nous fait se transformer également, parce que ça vient vraiment s'adresser à l'inconscient, et notre inconscient est responsable à 85% de toutes mes attitudes, mes comportements aussi. Donc, quand on utilise un langage qui est vraiment adapté à l'inconscient, c'est là qu'on va vraiment vivre de grands, grands, grands changements. Donc, en gros, c'est ça, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes des créateurs, nous sommes devant des choix. Quand je sais, pour moi, c'est quoi mes valeurs, donc mes valeurs, pour moi, c'est mon éthique personnelle. Je sais quelle vie je veux me créer à partir de ma base, à partir de mes piliers qui sont mes valeurs. Donc, si vous êtes pris dans une situation où vous ne savez pas trop où aller dans la vie, questionnez-vous, c'est quoi mes valeurs? Mais mes valeurs les plus importantes. Moi, j'ai compris que une de mes valeurs les plus importantes, c'est pas nécessairement de gagner 5-6 000 $ par mois pour avoir une maison qui vaut des milliers de dollars, puis d'avoir le gros char de l'année ici et ça. Pour moi, les valeurs les plus importantes, c'est les valeurs humaines. C'est d'être bien, d'être en paix avec moi-même et avec les autres, de me sentir dans l'unité, de faire l'unité, que ce soit fini la guerre en moi, parce que j'ai longtemps vécu dans l'énergie de la guerrière, comme si j'avais à me battre contre un, contre l'autre, contre ci, contre ça. C'est complètement épuisant, ça. Donc, de vivre dans la paix, dans l'harmonie, dans la sérénité, dans les non-regrets, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. C'est pour ça que j'ai fait le choix il y a plusieurs années d'investir en moi. J'ai fait beaucoup de formations. Je suis allée voir des thérapeutes pour m'aider à enlever les blocages qu'il y avait en moi, les limitations, et de devenir la meilleure version de moi. Fait à tous les jours, de façon quotidienne, j'ai toujours ça comme attention. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être encore une meilleure Carole, une meilleure être humain, et contribuer également à aider l'autre personne qui est à côté de moi. Parce que ça fait longtemps que je l'ai entendu et que je le sais, que nous sommes tous reliés les uns les autres. Quand je fais mal à quelqu'un, je me fais mal à moi-même. C'est pour ça que je suis rendue très, très sensible à tout, même à la nature. Pour moi, la nature, c'est hyper important. Je fais attention. Je tue plus les mouches pour rien. Je tue plus les maringouins pour rien, parce que ce sont des êtres vivants. On est entouré de vie. C'est important de préserver la vie et de tenter de ramener aussi le côté sacré dans tout ça. C'est quoi le côté sacré pour moi? Être dans un espace sacré, c'est être dans un espace de grand, grand, grand respect. Encore ce matin, mon conjoint disputait contre la température parce qu'il pleut puis il fait froid. Puis je lui disais, remercie la vie. Oui, il pleut, il fait froid, mais c'est pas grave. Nous, on est au Québec puis on n'est pas dans la guerre. On mange à notre faim. On a un toit. On est dans la chaleur. On peut chauffer même s'il fait froid dehors. On lève les thermostats. On est chanceux. On vit dans un pays où on est en paix. On n'a pas à avoir peur qu'il va y avoir une bombe ou qu'on va se faire tirer en sortant dehors ou quoi que ce soit. Alors, d'être à l'écoute puis d'être dans la reconnaissance de tout ce que j'ai plus que ce que j'ai pas. Parce que beaucoup de gens sont encore dans le verre à moitié vide plutôt que le verre, il est à moitié plein. De réaliser tout ça et d'amener, comme je disais, le côté sacré dans tout ce que l'on fait. Moi, j'ai le privilège de recevoir des gens en consultation qui me font assez confiance pour être capable de se mettre à nu devant moi dans leurs difficultés ou dans les défis
que la vie leur propose. Mais pour moi, ça, c'est sacré. Quand je me connecte sur une énergie, comme tout à l'heure, je me suis connectée sur l'énergie du frère André, ben pour moi, ça, c'est un espace qui est sacré, de pouvoir me connecter à une énergie, de pouvoir ressentir et de, j'oserais dire le mot downloader, toute l'information que cet être-là, désincarné, accepte de me transférer aussi. Tous les êtres humains, on a la capacité d'être capable de communiquer avec l'intangible. On est tous des médiums à quelque part. C'est juste que le canal de plusieurs personnes n'est pas nécessairement bien nettoyé. Il est parasité par toutes sortes de choses. Mais plus on chemine, plus on enlève nos barrières, plus on enlève nos blessures, les blessures qu'on a, plus on devient un meilleur canal. Et on peut percevoir au-delà de la matière et entendre au-delà de ce qui s'entend aussi. Et c'est vers là qu'on s'en va justement, dans ce nouveau monde, dans l'ère du Verseau, où on va pouvoir être connecté au tout, parce qu'on fait partie du tout. Je suis dans le tout et le tout est à l'intérieur de moi. J'ai longtemps souffert de ce que j'appelle « je suis pas assez ». D'ailleurs, mon deuxième livre s'appelle « Et si j'étais assez ». Les gens qui font un épuisement professionnel, c'est souvent des gens qui sont dans cette blessure-là de croire qu'ils ne sont pas assez, donc on a toujours tendance à en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Depuis le jour où j'ai senti, j'ai compris viscéralement que je fais partie du tout et le tout est à l'intérieur de moi, j'ai cessé de croire que je n'étais pas assez. Par contre, je suis très lucide, je sais que je suis en cheminement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais très bien que je suis parfaitement imparfaite et c'est bien ainsi, on peut dire. Alors voilà, ma belle Sophie, moi je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire ce matin. Si tu veux revenir me voir, peut-être pour clarifier ou me poser des questions sur ce que j'ai dit. Oh, je t'entends pas. Je ne sais pas si ton micro est fermé. Ben oui, il était fermé. Hein. J'ai des animaux, hein, fait que des fois, mon petit chien, il jappe. Je voulais dire, c'était vraiment intéressant, Carole, puis la vision que tu as apportée, justement, du pouvoir de visualisation. C'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Puis je trouve ça tellement beau parce que, justement, je trouve que tu as aidé à faire prendre conscience de la lacune qu'il y a dans ça. C'est quoi qui manque dans le pouvoir de visualisation que les gens, pourquoi ça ne marche pas pour eux autres? C'est parce qu'ils ne sont pas dans la bonne énergie, ils ne sont pas dans le besoin, ils sont dans le avoir, ils sont dans le. Donc, ils ne sont pas dans les besoins essentiels. Oui. Donc, à un moment donné, ils ne peuvent pas connecter de la même façon avec la source. Et ça, je trouve ça vraiment fantastique. Je t'aurais écouté encore pendant 2 heures, ma belle Carole. De partir, surtout de partir de l'émotion. Nous sommes des êtres de vibration. Exact. L'émotion, c'est vibratoire. Tu sais, quand tu es dans l'enthousiasme, tu le sens dans toi. Tu es dans la joie, tu es dans la gratitude. Ça vibre. De se reconnecter à l'émotion, puis de laisser venir l'image que ça t'inspire et de nourrir cette image-là par la suite. Et les choses arrivent à nous d'elles-mêmes quand on est dans la confiance. Fait que dans le fond, il y aurait comme 3 mots à retenir. Ben oui. Émotion, connexion, image, confiance. La foi, exact. Puis j'aime aussi l'image que tu as donnée de, tu sais, quand on sème, mettons, pour avoir des piments, ben, je veux dire, on ne reste pas à côté, là. Je veux dire, on ne doute pas que ça va pousser, ça va pousser. Voilà. Puis, une autre analogie que je peux donner, c'est, tu sais, parce que des fois, c'est les gens qui nous tirent, hein. C'est des gens, des fois, qui veulent qu'on aille plus vite ou qui nous poussent pour. Oui. Ça, c'est à peu près comme l'image du papillon, hein, qui est dans son cocon, Oui. là. Ben, Oui. je veux dire, qu'est-ce qui arrive si on se dit, hey, moi, là, il va-tu arriver, là, le papillon, puis là, on rouvre le cocon, là, parce qu'on veut que le papillon vienne plus vite, là. Oui. Ben, on va le tuer. Chaque chose en son temps. Exact, on n'a pas tous le même rythme. C'est important de respecter son rythme. Quand moi, je respecte mon rythme, je vais respecter le rythme de l'autre. Exact.
Ça nous amène à accepter la différence. Ça fait aussi partie de l'acceptation de la différence. Moi, je suis une femme sanguine. Toi aussi, tu es une femme sanguine. Ça s'entend dans notre voix, dans toute la gestuelle qu'on a. Mais tu as des gens qui sont lymphatiques. Eux autres, tu vas loin, tu sais. Mais quand tu es un sanguin puis tu vois un lymphatique, tu es là, puis mais lui, c'est elle est comme ça. Mais l'inverse est vrai aussi. Hein? L'inverse aussi. Ben oui, l'inverse, ça va la fatiguer, l'autre aussi, là, c'est ça. Mais c'est ça aussi qui est le fun d'apprendre à connaître l'autre, à connaître les différences, parce que en comprenant, encore là, on l'accepte au lieu de vouloir le changer. Tandis que quand on ne comprend pas, on essaie toujours de changer l'autre. C'est lui qui n'est pas correct, c'est moi qui est correct, puis on veut toujours changer l'autre. C'est ça le gros du problème. Et là, on retombe, on reglisse dans la dualité, dans le jugement. On n'est pas dans l'unité. Exact. Présentement, les enseignements des guides que je reçois depuis plusieurs semaines, c'est qu'on est vraiment dans une ère où on a intérêt à apprendre et à pratiquer le détachement, l'acceptation. Se détacher, accepter, faire confiance. Je pense que le problème, là où il y a une résistance de la part des gens, c'est quand tu leur parles de foi, foi égale religion. Oui. Mais ce que les gens ne savent pas, beaucoup de gens ne savent pas ça. Religion, la racine grecque de religion, peut-être que même toi tu ne sais pas, mais la racine grecque de religion, c'est relier les régions. Ah, regarde, hein? Hey. C'est bizarre que les religions se séparent. Hein? Mais au nom de la religion, on a fait des on a divisé de choses. Exact. Mais c'est relier les régions. Fait que, c'est un peu comme le Big Bang. Tu sais, moi, je vois l'image du Big Bang, quelque chose qui était rond puis qui a éclaté un peu partout. Et là, on a besoin de ramener tout ça pour faire l'unité. Et c'est ce qu'on a besoin de faire en nous. Vraiment intéressant. Ma belle Carole, mine de rien, déjà rendu 11h32, reste avec moi parce que j'ai quasiment terminé de toute façon. On va faire notre dernière minute de silence et je veux juste faire un petit retour sur ce qui s'en vient, en fait, pour la prochaine conférence parce qu'on est à notre 3e, mais il y en a une 4e, alors je vous parle aussi. Oui. En fait, je un petit instant, je vais reprendre mes notes. Ben, en fait, c'est ça. Donc, dimanche prochain, les références à mon livre, ça va être le chapitre 5 à 8. Malgré que là, il y a quasiment la moitié de ce que je voulais dire, je n'ai pas eu le temps de dire, donc ça va un petit peu, décaler. Donc, si vous lisez de 5, 6, 7, on devrait être pas pire. Et mon invité spécial la semaine prochaine, c'est mon amie Muriel Champagne. Elle va venir nous parler du tarot, de la numérologie. Et parce que je vous dirai la semaine prochaine pourquoi c'est si important pour moi. Vous allez pouvoir écouter le témoignage que j'ai fait pour Muriel aussi. Et l'autre chose, c'est pour sa force de l'esprit, Muriel. Muriel, elle a accepté le défi. Elle a accepté le défi de venir la semaine prochaine. Et elle vient de passer quasiment 3 mois à l'hôpital. Et elle se relève d'un cancer. Alors, c'est une femme extraordinaire. Là. Elle a perdu ses 2 enfants. Ses 2 enfants sont décédés. Elle a écrit un livre sur son fils qui s'est suicidé. En tout cas, c'est des épreuves, là. Puis vous avez l'exemple de la personne qui continue à avoir des rêves, qui continue à se fixer malgré les épreuves. Alors, c'est pour ça que j'ai invité ma belle amie Muriel. Alors, la gang, je sais, bon, je ne veux pas abuser trop de votre temps non plus parce que je sais qu'on est dimanche et la fête des pères en plus. On va prendre notre temps pour faire la minute du silence et ensuite on va arrêter là. Donc, la seule différence entre cette minute-là et celle qu'on a faite au début, c'est que cette fois-ci, je veux vraiment que tout le monde qui écoute le direct, tout le monde qui écoute la conférence, on se concentre sur l'amour et la paix dans le monde. Okay? Donc, il faut vraiment, vraiment aller chercher une intention de paix et d'amour. Alors, on prend une petite minute pour réfléchir, pour se connecter pour ça. Merci.
Merci beaucoup à tous. Merci de vous prêter hein, à ce symbole, hein, finalement, un symbole de paix et d'amour. Donc, quand on unit toutes ces belles énergies-là, puis qu'on fait la demande en même temps, c'est encore plus puissant. Donc, un gros merci à toi, Carole. Ça a été super intéressant. Alors, vous avez eu les coordonnées en dessous. Vous avez sûrement eu la chance de le lire là, depuis le début. Donc, vous allez pouvoir réécouter si jamais vous n'avez pas pris le temps de le noter. Donc, si vous voulez communiquer avec moi ou avec Carole, vous avez les informations en dessous. Alors, sur ça, je vais vous souhaiter un beau dimanche de fête des pères. N'oubliez pas d'être avec nous dimanche prochain. Et merci aussi à tous les gens qui vont l'écouter aussi en rediffusion. Reste avec moi, ma belle Carole. On va prendre le temps de se jaser quelques minutes. Je termine le direct et je te reviens. Alors, je vous embrasse, la gang. Merci à tous. On se revoit.